C'est Thomas. Tu sais, le journaliste qui enquête sur une série de meurtres qui a eu lieu à Malfos à la fin des années 40. Tu te souviens que je t'en ai parlé? Quelquefois, oui. Il s'est passé quelque chose. Il s'est fait attaquer et il... Quand? J'ai rien vu. Là, ce soir, il a publié un truc. Écoute et rappelle quand c'est bon. Ok. Le projet Malfos est né dans mon esprit il y a 5 ans. À la base, ça devait se passer dans un manoir avec 12 personnes et ça devait durer 1 mois, pas plus. Et puis comme j'étais fan du Chien des Baskerville de Conan Doyle, des romans d'Agatha Christie, j'ai imaginé un petit village perdu quelque part en France, avec 142 habitants, c'est presque un hameau, et parmi eux un assassin. Et en terminant cette première affaire, qui se passait en 1948 à l'époque, j'ai voulu imaginer tout plein de légendes autour, avec un folklore. Et puis après, j'ai commencé à mettre en place des événements clés qui remontent au XIIIe siècle pour vraiment créer toute une mythologie autour de Malfos. Malfos, c'est pas une enquête, mais 3 enquêtes. Une en 1948, une en 1949 et une en 2019. Et il y a 9 supports selon l'enquête qu'on va choisir, comme par exemple la série audio qui, elle, touche les 3 enquêtes, mais il y a aussi un livre qui va toucher l'affaire de 1948, un documentaire qui va toucher que l'affaire de 1949, une application mobile, par exemple, qui va toucher que l'affaire de 2019. Donc les personnes choisissent l'enquête qu'ils ont envie de faire, et puis derrière ça, il y a 112 personnes qui ont travaillé autour de ce projet pendant 1 an. Il y a une quinzaine d'auteurs, on a des personnalités du monde de la criminologie, comme Stéphane Bourgoin, Richard Marley, qui était l'ancien patron de la police judiciaire, mais on a aussi une quarantaine d'acteurs qui ont travaillé pour prêter leur voix à la série audio. J'ai fait appel à 13 auteurs parce que je voulais que chacun puisse y apporter son univers. Par exemple, Sophie Loubière, c'est une spécialiste des faits divers et je voulais vraiment que, quand elle allait créer l'épisode 1, qu'elle puisse presque donner l'impression de quelque chose en temps réel. Ce qui était un petit peu différent de Patrick Beau quand il a fait son épisode, parce que Patrick, lui, était spécialisé dans tout ce qui est histoire, folklore. Et donc, il a créé un personnage qui est un personnage du XVIIe siècle, qui serait peut-être à l'origine des malédictions de Malfos. Franck Tillier, par exemple, a écrit un épisode vraiment sur le serial killer. Donc chacun de ces auteurs a apporté un petit peu de son talent, de son imaginaire, mais surtout de son univers. Et c'est pour ça que je voulais vraiment que Malfos soit, quand on écoute la série audio, qu'on se dise je rentre dans l'univers d'un auteur. Le projet Malfos, par rapport à la série audio, s'est construit autour d'un casting. C'était hyper important d'avoir des voix qu'on allait aimer. Et c'est la partie la plus compliquée parce que en amont, on va créer une trentaine, voire quarantaine de personnages. Et du coup, il faut trouver la voix pour chacun de ces personnages. Toutes ces voix se sont petit à petit greffées aux personnages qui avaient été imaginés. Et puis du coup, quand on voit l'ensemble à la fin, on a une immersion parfaite. Ensuite, un autre point, en parlant d'immersion, c'était de créer un effet. Quelque chose qui fait que l'auditeur va se retrouver à l'intérieur d'une scène. Mais vraiment, il aura l'impression de la vivre. Et pour ça, on a fait appel au studio Scopiton et à Novella parce qu'ils maîtrisent une technique toute particulière qui s'appelle le binaural. Le binaural, on dit aussi son 3D, est un procédé de captation et de mixage qui permet de plonger l'auditeur directement dans l'action, dans la scène. C'est une immersion totale. À la différence de la stéréo qui vous laisse entendre un son venant de la gauche ou de la droite, ici, en binaural, vous pouvez percevoir des sons qui viennent de gauche, de droite, mais aussi de devant, de derrière, d'en haut et d'en bas. Et c'est ça qui est magique. Car dans une salle de cinéma, pour avoir ce type de son, vous êtes obligé d'être entouré de haut-parleurs. Ici, un simple casque suffit. La palpation de la face pour détecter l'occurrence d'hématomes s'est avérée impossible du fait de l'absence de la tête de la victime. Nous avons réalisé 2 types de prises de son. L'une que l'on dit active, à partir d'une tête artificielle qui reprend les caractéristiques d'une tête humaine, dans lesquelles sont logés des micros HD. Et c'est le parcours qu'empruntera le son pour aller d'une oreille à une autre, qui sera décodé par la suite et restitué en 3D au casque. L'autre type de prise de son, dite passive, c'est un peu comme au cinéma.
Les acteurs sont perchés, les micros sont au-dessus de leur tête, ce qui leur permet d'avoir une certaine liberté de mouvement. Et par la suite, les sons seront spatialisés, gauche, droite, devant, derrière, à partir de logiciels mathématiques. Je dirais que c'est un peu comme un puzzle où les comédiens représentent une partie des pièces du puzzle, mais tout est mélangé dans la boîte. En fonction des plannings de chacun, on essaye de regrouper les acteurs en fonction des scènes. Sinon, on enregistre des pistes et on remplit progressivement en fonction de l'arrivée des comédiens dans un ordre qui malheureusement est différent. Chaque comédien enregistre ses textes et c'est le directeur artistique qui lui donne les répliques précédentes de manière à donner du sens à toute la scène. Tu te fous de ma gueule? Je capte pas bien, écoute. Désolée pour le sujet. Je m'en occuperai en rentrant. Ouais, et tu rentres quand au juste, Anna? On s'en fout du sujet, c'est toi qui me fais peur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est Thomas. Tu sais, le journaliste qui enquête sur une série de meurtres qui a eu lieu à Amalfos à la fin des années 40. Tiens, essaye de me faire une inflexion. Ça y est, pardon. Je vais te la refaire. La première chose, la chose fondamentale, capitale, c'est la distribution. Si vous avez réussi votre distribution, si vous avez mis les comédiens sur les rôles qui leur conviennent, et si vous avez choisi les meilleurs pour ces rôles-là, la moitié du travail est fait. Si vous êtes trompé, ça devient compliqué parce qu'il faut tordre un peu. Ça ne veut pas dire que les comédiens ne sont pas capables de composer, mais s'il faut tordre, ça devient plus difficile. Donc c'est essentiel à différents titres, en termes de voix, pour ce qui est l'audio, et puis en termes de dynamique, pour que tout le monde n'ait pas le même rythme, mais que les rythmes se complètent. Dans des œuvres audio, comme Amalfos, il y a un élément complémentaire, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce que les voix ne se ressemblent pas. On a beaucoup moins ce problème-là en tournage ou au théâtre, puisque l'incarnation fait qu'on n'a pas trop ce problème-là. Si on voit monsieur un tel qui est blond, monsieur un tel qui est brun, si les voix sont un peu proches, on ne confondra jamais. À l'audio, ça peut devenir problématique et du coup, ça nuit au confort de l'auditeur et ça nuit à la restitution de l'œuvre, évidemment. C'est tenir compte de ce qui est écrit, de l'œuvre, des envies et des idées du concepteur, tout en gardant à soi-même sa propre cohérence pour, à la fin, arriver à faire quelque chose qui satisfasse tout le monde, mais surtout qui soit objectivement une œuvre, une fiction sonore cohérente, plaisante, immersive. Et puis ensuite, de pouvoir me dire plus tard, si j'écoute ce programme, j'en serai content. Bon, Georges Vincent, c'était nickel. Donc on continue, vous êtes toujours dans la bagnole, hein, la pluie qui tombe, etc. Et il y a Ingrid qui vient vous rejoindre. Tiens, Margot, ouais, mais tu vois, c'est aussi bien, hein, se raplacer, ça pose pas de problème. Ça vous pose pas de problème, vous, pour le fait qu'elle soit à l'extérieur de la bagnole au début, ça vous gêne pas, tout va bien? Ok, d'accord. Bon. On y va, je vous laisse, le texte. Prenez le temps, puis on se répond bien, on s'écoute. Ça va être sympathique et formidable comme toujours. Putain, Ingrid! J'étais sur le point de repartir. Qu'est-ce que tu foutais? Bonjour à toi aussi, Franck. Figure-toi que ça roule mal, voilà tout. Bon, désolé, je suis tendu. C'est bien que tu sois là. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Salut, David Chalmer. Ingrid. Mais encore? Ingrid est une amie criminologue. Ex-criminologue. Aujourd'hui, je suis écrivain. Si tu veux. Elle a accepté de jeter un coup d'œil au dossier Leroux, en toute confidentialité. Je vois. Pas de souci avec ça. Bon. Tu as regardé ce que je t'ai envoyé? Ouais. J'ai repris des photos pour toi, chez le légiste. Ah oui, en effet. Non, excuse-moi, un peu moins naïve. Un peu moins naïve, un peu plus... tu vois, c'est un cadavre, j'en ai vu beaucoup. Il me plaît pas trop, j'en ai vu des plus beaux. Tu vois? D'accord. Ce qui est passionnant avec la fiction sonore, par rapport à des produits qu'on peut travailler comme le doublage, qui est passionnant aussi, hein, mais d'une autre manière, ce qui est vachement intéressant, c'est la liberté qu'on peut avoir là-dedans. C'est-à-dire qu'on a une beaucoup plus grande liberté d'interprétation, de création de personnages. On n'est pas lié à ce qu'a fait l'acteur en anglais. Donc du coup, dans la fiction sonore, on est obligé, ça nous oblige à développer un imaginaire, ça nous oblige à inventer des nouvelles choses, à inventer tout un décor, à inventer les visages des personnages. C'est merveilleux de se retrouver dans un lieu clos, de pouvoir projeter avec sa voix tout un imaginaire
uniquement dans ce lieu fermé. On n'est pas contraint par son propre physique, son âge et tout ça. On peut jouer des personnages plus jeunes, plus vieux, on peut créer quelque chose. Et puis on a aussi le fait de pouvoir faire plusieurs prises. Donc on a cette sécurité-là, on est quand même dirigé dans ce qu'on fait. C'est pas juste on le fait une première fois, basta. Le directeur artistique est là pour nous faire travailler, amener des subtilités aussi dans la situation et dans l'interprétation du personnage. Et Malfausse, pour ça, a été une expérience extraordinaire. C'est un grand, grand plaisir. Enfin, toutefois, il y a une petite difficulté qu'on a rencontrée avec mes camarades. C'est que cet univers auquel on s'adressait était matérialisé uniquement par une grande paire d'oreilles. 2 grandes oreilles qui nous écoutaient. Mais au milieu de ces 2 grandes oreilles, on imaginait vous, l'auditeur. Et ça compensait beaucoup de choses. Tiens, Franck. Quoi? Je crois qu'on a retrouvé la tête. T'es sûr? Bah oui, regarde. Oh, il y a même une inscription dessus. Encore? Et c'est marqué quoi? Binaural. À bon entendeur.